Au Libéria, 10 responsables ministériels sont relevés de leurs fonctions avec effet immédiat par la présidente qui leur reproche d'avoir désobéi à l'injonction de rentrer au pays pour participer à la lutte contre l'épidémie Ebola. La police ougandaise a annoncé ce dimanche avoir déjoué des attentats à la bombe en arrêtant à la veille 19 islamistes Shebab, une information confirmée par l'ambassade américaine de Kampala. Une trentaine de pays occidentaux et arabes se sont réunis ce lundi à Paris pour définir une politique d'intervention en Irak contre l'État islamique. Tous se sont accordés sur la nécessité de lutter contre les djihadistes. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons ce journal par la conséquence du virus Ebola sur le continent africain. La présidente libérienne a publié ce dimanche la liste des 10 hauts responsables, dont 2 secrétaires d'État limogés pour avoir désobéi à l'injonction de rentrer au pays pour participer à la lutte contre l'épidémie Ebola. Ces 10 responsables ministériels sont relevés de leurs fonctions avec effet immédiat, selon un communiqué officiel de la présidente qui leur reproche d'avoir fait preuve d'insensibilité pour la tragédie nationale et de désobéissance à l'autorité. Pendant ce temps, l'épidémie d'Ebola a tué plus de 2400 personnes, dont la moitié au Libéria, sur les 4784 cas recensés en Afrique de l'Ouest, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé publié ce vendredi. Le ministre de l'Information du Libéria s'explique ici. Quand les gens de notre pays font face à ce qui est probablement la situation la plus difficile que nous avons eu à gérer depuis la guerre, ils s'attendent à voir des responsables du gouvernement se joindre tout au moins à eux dans cette lutte contre le virus Ebola. Ils ne s'attendent pas à les voir décamper et les laisser tout seuls. C'est vrai, ils n'ont pas tous le même rôle à jouer. Mais le fait d'être dans le pays, avec le peuple, fait déjà une différence. Et voilà le message que la présidente voulait envoyer. Il est l'heure que nous soyons réellement avec notre peuple. Même si vous n'avez pas de rôle direct, vous pouvez informer votre communauté, tout au moins cela. Vous pouvez aider quelqu'un dans votre communauté à ne pas attraper le virus. Voilà le genre de réponse que notre peuple attend de nous. Et voilà le genre de leadership qu'elle veut prodiguer. This is the kind of leadership she intends to deliver. À l'instant, Lewis Brown, il est le ministre de l'Information du Libéria. Et puis, parlant toujours de l'Ebola, la communauté internationale se mobilise contre l'épidémie. L'Union européenne a exhorté ce lundi ses pays membres à rattraper le temps perdu avec de nouvelles contributions. Pendant ce temps, les États-Unis ont annoncé le déblocage de 88 millions de dollars et une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil tiendra une réunion d'urgence ce jeudi sur l'épidémie en Afrique de l'Ouest, a annoncé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Power, qui en assure d'ailleurs la présidence en ce mois de septembre. Le président américain Barack Obama, qui devait préciser son plan d'action ce mardi au Centre de contrôle et de prévention des maladies à Atlanta, le CDC, a demandé au Congrès d'approuver un financement de 88 millions de dollars, soit 68 millions d'euros supplémentaires, portant à 250 millions de dollars la contribution des États-Unis face à ce fléau du moins. Pendant ce temps, à Bruxelles, plusieurs ministres et experts sont en réunion depuis ce lundi, convoqués par la Commission européenne. La rencontre devrait permettre de coordonner l'aide financière que l'Union européenne compte apporter aux pays africains touchés par l'épidémie d'Ebola. Reportage. La Commission européenne a organisé ce lundi une réunion. Cette dernière a associé plusieurs ministres et des experts pour coordonner l'aide que l'Union européenne peut apporter aux pays africains touchés par l'épidémie d'Ebola. Un rendez-vous co-organisé par les commissaires européens à l'aide humanitaire, Kristalina Georgieva au développement, Andris Pilax et à la santé, Tony Oborg. Il s'agit de coordonner l'aide sur place et plus largement la réponse que l'Union européenne peut apporter à l'épidémie d'après une source européenne. Il est important de montrer que le monde entier se mobilise et que c'est l'Union européenne qui guide. Bien sûr, la partie cruciale est d'obtenir de l'argent, mais il est tout aussi important d'être en mesure d'annoncer une forte contribution de l'Union européenne. Nous allons dans ce sens maintenant avec la Commission. Collectons donc cette contribution financière de l'Union européenne et faisons unité.
Aujourd'hui, nous sommes ici pour confirmer l'engagement de l'Europe et la volonté de gagner la lutte contre le virus Ebola. Nous avons débloqué environ 150 millions d'euros en aide immédiate et à long terme. J'espère et je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous mettre d'accord sur le nombre de propositions spécifiques comme les transports, les hôpitaux, les médecins et les équipements médicaux. Nous allons faire un pas de plus vers l'éradication de cette terrible épidémie. Dans l'attente des résultats concrets de cette rencontre, rappelons que la Commission avait annoncé vendredi le déblocage de 140 millions d'euros pour venir en aide aux pays touchés par le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Contre le virus Ebola passe également par la créativité. Les internautes ivoiriens ont innové pour sensibiliser la population à l'hygiène dans le cadre de cette lutte contre l'épidémie qui ravage les pays voisins. Mousse contre Ebola, c'est le nom de cette innovation que je vous propose de découvrir dans ce reportage. Le défi s'appelle Mousse contre Ebola. L'eau n'est pas seulement glacée, elle est surtout savonneuse. Il est question de s'asperger joyeusement avec un seau pour répondre au défi. La particularité de cette pratique, c'est la mise en relief de l'importance de l'hygiène. L'observance de celle-ci constitue un aspect essentiel de la prévention. Une étape incontournable dans la lutte contre le virus qui ravage plusieurs pays d'Afrique. L'idée émane d'Edith Bro, l'une des principales figures ivoiriennes sur Twitter. Cette dernière s'étant inspirée de l'Ice Bucket Challenge, ce défi caritatif ayant mobilisé le show business américain. Je me suis dit, le gouvernement demande à ce qu'on ait des mesures d'hygiène, se laver les mains avec du savon. Donc mousse, savon, de l'eau, ça pourrait permettre de faire passer le message en le détournant en mousser contre Ebola. Et j'ai passé le message sur Facebook pour informer tout le monde que j'allais faire le challenge. Pour moi-même me préparer psychologiquement. Dans cette version du défi Facebook, la personne qui s'exécute doit ensuite distribuer une lotion hydroalcoolique pour se désinfecter la peau à 3 personnes. Si l'une de ces personnes refuse, elle doit en distribuer 9. L'intérêt ici est d'exploiter les moyens de communication pour atteindre le maximum de personnes, ceci en profitant aussi des réseaux sociaux. Une initiative qui permet de donner un coup de pouce aux actions des décideurs politiques. Nous soutenons toutes les méthodes de communication qui peuvent nous aider à véhiculer le bon message. C'est ça. On ne peut pas aujourd'hui se passer de l'Internet, se passer des nouvelles stratégies de communication, ça c'est clair. Si ça va dans le sens de ce que nous souhaitons, que les populations soient correctement et très bien informées des messages que nous passons, nous n'avons pas de souci. Il faut faire aussi attention. Si l'Internet est utilisé pour dévoyer aussi les mesures de lutte, là aussi c'est le revers de la médaille. Depuis que Ebola est arrivé, le gouvernement passe des messages à la télévision, sur les médias, et nous aussi nous profitons pour aider le gouvernement dans ce sens-là. Nous passons sur le message, nous essayons de, de sensibiliser à notre façon. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui regarde la télé, ils n'ont pas le temps de suivre la radio, mais il y en a plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et donc, nous, étant suivis, on profite de ce canal-là pour donner aussi des conseils, pour sensibiliser. Les initiateurs espèrent que la majorité des populations ivoiriennes se laisseront aller par mousse contre Ebola et que leur action pourra servir à accroître la prévention contre le virus. Sur un tout autre plan à présent, mais toujours sur le continent africain, la police ougandaise a annoncé ce dimanche avoir déjoué des attentats à la bombe dans le pays en arrêtant la veille 19 islamistes Shebab. Une affirmation confirmée par l'ambassade américaine à Kampala, la capitale. Selon l'ambassade des États-Unis dans ce pays, ce sont des djihadistes du groupe somalien Al-Shabaab qui se préparaient à passer à l'action ce week-end dans la capitale ougandaise. Des explosifs ont été saisis et plusieurs étrangers ont été arrêtés, avait annoncé ce samedi la police ougandaise. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans les hôtels et autres sites sensibles contre l'aéroport, comme l'aéroport international d'Ouganda, plus précisément l'aéroport d'Entebbe. La MINUSCA a pris ce lundi le commandement des opérations de maintien de la paix en Centrafrique. Cette force qui succède à la MISCA a pour objectif de ramener la paix en Centrafrique en mettant définitivement fin aux violences intercommunautaires et stabiliser les institutions du pays. L'arrivée de la MINUSCA suscite beaucoup d'espoir dans le rang des populations centrafricaines, mais son déploiement sur le terrain risque de prendre beaucoup de temps. Reportage.
Une cérémonie solennelle à la base de l'aéroport de Bangui devait marquer ce lundi le transfert de responsabilité entre la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique MINUSCA et la force africaine MISCA. La MISCA jusque-là en charge des opérations avec l'appui de l'opération française Sangaris et de la force européenne EUFOR SCA. Ce transfert d'autorité représente la réussite complète du mandat de la MISCA et le commencement de l'action militaire et policière de la MINUSCA en République centrafricaine. Notre mandat, vous le savez, il est en fait un triptyque. Il y a d'abord ce qui est le cœur de la mission, qui est la protection des civils. Comme dans toutes les missions contemporaines des Nations Unies, il faut aider ces populations qui ont souffert abominablement pendant toute cette période. Il faut donc élargir les zones de retour dans lesquelles il y a retour à la stabilité. Il nous faut mener à bien tout ce qui a trait au désarmement des ex-combattants, leur réintégration par tous les moyens possibles, plus généralement la réforme du secteur de sécurité. La force onusienne créée en avril par la résolution 2149 du Conseil de sécurité va déployer dans un premier temps 7600 hommes sur le terrain et comptera 12 000 soldats et policiers à effectif plein. Le Conseil de sécurité nous fixe un plafond d'hommes de 10 000 soldats et 1820 policiers. Policiers à la fois unités de police, enfin de garde mobile si vous voulez, et officiers individuels. Nous sommes au jour d'aujourd'hui à plus des 2/3 de ces effectifs, en tenant compte à la fois des troupes africaines de la MISCA que nous faisons passer sous casque bleu et des contingents complémentaires qui ont commencé à arriver. La présence des Nations Unies en République centrafricaine n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est pas quelque chose qui va s'achever en avril 2015, c'est quelque chose qui va se prolonger dans la durée, mais en espérant que nous progresserons rapidement dans la réalisation des objectifs qui nous ont été assignés. La tâche s'annonce ardue et de longue haleine. Si les violences intercommunautaires massives entre populations chrétiennes et musulmanes ayant fait des milliers de morts depuis décembre 2013 ont cessé, elles ont provoqué un désastre humanitaire avec des centaines de milliers de déplacés et contraint à l'exode les civils musulmans de régions entières. Des dizaines de migrants africains ont disparu en mer ce dimanche dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes libyennes. 36 personnes, dont 3 femmes, ont été secourues par la marine, mais quelques 200 migrants auraient été tués à bord de l'embarcation, auraient été récupérés du moins à bord de l'embarcation qui a coulé à l'est de Tripoli. Par ailleurs, 102 migrants africains ont été secourus ce lundi au large de la localité de Gourabouli, à 60 km à l'est de Tripoli, a déclaré un agent des gardes-côtes libyens qui a annoncé le constat de 3 morts et 3 disparus. Notons que la Libye est un pays de transit vers les côtes européennes pour des centaines de milliers de migrants, en grande majorité des Africains parvenus sur les côtes libyennes. Ils s'entassent dans des embarcations de fortune pour tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée vers Malte ou encore vers l'île de Lampedusa en Italie, au sud bien évidemment de la Sicile. Précisons que plusieurs centaines d'entre eux y meurent chaque année. Un autre sujet dans ce journal à présent, une conférence internationale sur la paix et la sécurité en Irak. Paris a accueilli hier les hauts responsables de 30 pays engagés à lutter contre le terrorisme. Tous ont reconnu la nécessité d'une mobilisation internationale contre le djihadisme. À l'ouverture de cette rencontre hier à Paris, le président François Hollande a exhorté ses partenaires occidentaux et arabes à s'engager clairement, loyalement et fortement aux côtés des autorités irakiennes. Un reportage. Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre. Et nous devons nous engager ensemble, et c'est le sens de cette conférence, aux côtés des autorités irakiennes, clairement, loyalement et fortement. Et il n'y a pas de temps à perdre.
C'est en ces termes que s'exprimait ce lundi matin le président François Hollande à l'ouverture de la rencontre internationale consacrée à la paix et à la sécurité en Irak. Après quelques heures de concertation, la communauté internationale a promis de soutenir la lutte de Bagdad contre les djihadistes de l'État islamique par tous les moyens nécessaires, y compris militaires. Les participants à la conférence de Paris ont affirmé que l'État islamique constitue une menace pour l'ensemble de la communauté internationale. Ils ont alors souligné l'urgente nécessité de mettre un terme à la présence de ce groupe dans les régions où il a pris position en Irak. Les égorgeurs de Daesh, c'est ainsi que je les appelle, disent au monde entier, ou bien vous êtes avec nous, ou bien nous vous tuons. Et quand on a affaire à un groupe de cette sorte, il n'y a pas d'autre attitude que de se défendre. Et c'est ce que la communauté internationale, quelles que soient les nuances et les différences, a décidé de faire. Selon les participants à cette rencontre, ce soutien sera apporté dans le respect du droit international et de la sécurité des populations civiles. À l'ouverture de cette rencontre, les présidents français François Hollande et irakien Fouad Massoum avaient lancé un appel pressant à l'engagement international contre les djihadistes de l'État islamique, une demande que l'Iran, pays voisin absent à la conférence, a toutefois d'emblée rejetée. Précisons que la conférence de Paris, qui réunissait notamment les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'est tenue dans un contexte dramatique après la décapitation ce samedi par l'État islamique d'un otage britannique, David Haines, 3e otage occidental à subir un tel sort en moins d'un mois après les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff. Grève des pilotes et personnels navigants à Air France. Depuis hier, une partie des vols de la compagnie aérienne française est annulée. Les clients et passagers ont vécu hier une vraie journée de galère à l'aéroport Paris-Roissy-Charles de Gaulle. Un avion sur 2 n'a pas décollé. Une situation qui risque de ne pas s'arranger ce mardi. Cela pourrait même aller jusqu'à une paralysie totale ce mercredi, préviennent les syndicats à l'origine de ce mouvement de mécontentement des pilotes. La dénonciation des conditions de développement de la filiale low cost du groupe Air France. Je vous propose ici de suivre la réaction de quelques passagers recueillis ce lundi à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. À l'île Maurice. Et ça donne quoi ? Écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Le panneau nous indique que l'avion sera à l'heure. Vous avez pu vous renseigner avant de venir ? Non. On a tenté la chance. Écoutez, moi je suis cardiologue. J'ai accompagné une patiente se faire soigner dans un hôpital de la place. Et je dois repartir aujourd'hui même. À ma grande surprise, je viens à l'aéroport. Le vol est annulé. Je dois aller à Cotonou. Le prochain vol n'est prévu que pour vendredi prochain, me disent-ils. J'ai appelé le numéro vert 7 fois, sauf si je me suis trompé. J'ai noté sur le journal de TF1 hier, 0800 240 260. Peut-être que j'ai mal pris le numéro, mais si c'est ça le numéro, je l'ai appelé 7 fois. Jusqu'à ce matin, ça ne fonctionnait pas. Et donc j'ai dû venir comme ça, et puis voilà la situation dans laquelle je tombe, quoi. Aujourd'hui, on nous a quand même rassuré qu'Air France, aujourd'hui, il n'y a pas de vol sur Casablanca. Il y a pas mal d'autres compagnies qui s'envolent vers Casa. Donc on va aller au guichet numéro 12 pour aller voir ce qu'on peut faire, quoi. La page magazine de ce journal nous amène à présent à la découverte des jeunes clandestins sud-américains qui tentent de traverser le désert vers les États-Unis depuis le Mexique. Ils sont aidés dans leur parcours périlleux par une association américaine qui dépose de l'eau sur le chemin emprunté par les sans-papiers, car au nombre des dangers auxquels ils sont confrontés, les candidats à l'immigration doivent survivre à la température brûlante du désert californien qui peut monter jusqu'à 45 degrés. Reportage. Nous sommes à quelques mètres du mur de séparation entre le Mexique et les États-Unis. Au loin, les gardes-frontières veillent. C'est dans ces paysages arides que les clandestins font leur premier pas en Californie. Ils se cachent dans ces buissons en attendant leur rendez-vous avec une voiture censée les récupérer au milieu de la nuit. Donc en attendant, ils se cachent. Serpents, araignées, température insoutenable. Pour les candidats à l'immigration, le danger est partout. Pour aider les sans-papiers, Enrique et les membres de son association déposent des bouteilles d'eau dans le désert. Un coup de pouce qui peut sauver des vies. Plus de 400 personnes meurent en moyenne chaque année en tentant de rentrer illégalement aux États-Unis depuis le Mexique.
La cause principale de décès pour les milliers de personnes qui sont mortes en traversant, c'est le manque d'eau. On est dans le désert ici et sans eau, on meurt. On a retrouvé des cadavres d'ailleurs, pas très loin. Déjà périlleuse, la traversée vers les États-Unis est selon des études devenue encore plus dangereuse depuis la construction du mur au milieu des années 90. Pendant des années, c'est dans cette fosse commune que les cadavres des clandestins retrouvés dans la région ont été enterrés. Des centaines de tombes anonymes sur lesquelles se rend régulièrement l'association d'Enrique. Ces pauvres gens viennent ici pour trouver une vie meilleure et ils finissent par mourir. Et de quelle manière en plus? Pas de funérailles, pas de messe, rien. On vous met dans un trou ici dans la terre de Californie. L'élection de Barack Obama avait suscité beaucoup d'espoir chez les partisans d'une réforme de l'immigration. Aujourd'hui, cette réforme est au point mort. Pour Enrique, lui-même d'origine mexicaine, c'est une désillusion. Les droits de l'homme n'ont pas de frontières. On doit traiter les gens avec respect et dignité, honorer leur culture, leurs traditions. On devrait construire des ponts pour communiquer plus avec ces pays, au lieu d'ériger des murs de séparation. Un mur qui n'est pourtant pas près de tomber, alors que le gouvernement américain continue à envoyer toujours plus de renforts pour surveiller la frontière mexicaine. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Une pensée du Dalai Lama que je vous propose de méditer. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Faites-en bon usage, madame, monsieur, une fois encore. Retenez que l'information se poursuit sur le site internet de Sika TV, www.sikatv.info.